Guterres Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ONU, a l'impression que Assimi Goïta Assimi national traîne les pas au pouvoir. Dans un récent rapport à l'intention du Conseil de sécurité des Nations Unies, Guterres met la pression pour que la transition malienne s'achève dans les délais négociés, c'est-à-dire en 2024. Antonio Guterres est-il sincère et crédible? Les Maliens peuvent-ils prendre l'ONU au sérieux? Et la situation, qu'en est-il de la situation sécuritaire et des droits de l'homme sur place au Mali? On va évoquer toutes ces questions dans le forum de cette semaine et j'ai le plaisir d'inviter au plateau Kokumuntu Chamsi. Monsieur Chamsi, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles. Monsieur Chamsi, analyste en économie et en politique. Il est le gérant aussi du Front populaire pour l'investissement INABI. Oui, le Fonds d'investissement populaire INABI, qui est un fonds qui a pour ambition de contribuer au développement du Togo. Au développement du pays. Avec lui, imaginez, Sogoyou Kegewe est avec nous. C'est l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos téléspectateurs qui ne sont pas fatigués de nous écouter. Sogoyou Kegewe est un ancien ambassadeur du Togo et journaliste de profession. Guterres donc met la pression sur Goïta pour une transition rapide. A-t-il raison ou tort? On va le voir. Mais je voudrais qu'on commence par analyser l'émetteur de ce message et son institution. L'ONU est-elle crédible? Doit-elle être prise au sérieux par l'ONU? Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de précédents entre l'Organisation des Nations Unies et le Mali. Chamsi Muntu, les Maliens vont-ils prendre l'ONU au sérieux? Oui, merci beaucoup Gilles pour cette première question. Est-ce que les Maliens doivent prendre l'ONU au sérieux? Je dirais d'entrée de jeu, non. Ils n'ont pas le droit de le faire. Quoique l'ONU se base sur un chronogramme bien établi en 2022 pour mettre cette pression sur Goïta. Un chronogramme accepté par tous. Oui, un chronogramme accepté par tous. Mais cela ne veut pas dire que les conditions dans lesquelles se trouve le Mali aujourd'hui leur permettent d'aller aux élections. Voilà. Donc, ce qui était prévu, c'était d'aller au référendum dans le mois de mars qui vient de finir et ainsi prévoir d'autres élections en juin et en août, si je ne me trompe, ou bien en septembre, avant d'aboutir aux élections présidentielles en février 2024. Bon, voilà, les conditions du Mali ne permettent pas pour le moment d'organiser des élections parce qu'on ne peut pas organiser des élections quelque part et d'autres ne seront pas prises en compte. Vous voyez, le terrorisme continue pas à sévir. Le Mali fait quand même des efforts pour mettre tout le pays au propre. Malgré les bâtons que lui mettent dans les roues les Occidentaux qui financent parallèlement le terrorisme au Mali. Vous le dites avec beaucoup d'autorité, pas de nuance, mais l'ONU quand même est une institution. Oui. Devant le Mali, est-ce que l'ONU ne s'impose pas? Vous voyez, l'ONU c'est quoi? C'est un regroupement des pays. Et les pays sont dirigés par des chefs d'État. Alors, l'ONU a été mise en place justement pour aider chaque pays à être autonome et à gérer son pays pour atteindre des objectifs. Alors, on a l'impression que l'ONU joue double jeu. Quand il s'agit des pays africains, l'ONU met la pression pour qu'on fasse des erreurs. Moi, je me pose d'abord une question. Qu'est-ce qui oblige l'ONU à vouloir vite aller aux élections au Mali pour mettre en place, comment on l'appelle, un civil, comme eux-mêmes ils sont en train de le dire? Est-ce que les militaires qui sont au pouvoir ne sont pas des Maliens? Eux ne peuvent-ils pas contribuer au développement du Mali comme il le faut? Pourquoi forcément un civil? Justement, on va le voir à travers les développements qu'ils ont l'habitude de manipuler très souvent les civils pour atteindre leurs objectifs. Et quand on va prendre par exemple Antonio Guterres lui-même, c'est quoi? C'est un Européen qui est à la solde des Européens. Vous voyez? Si on prend par exemple le système des Nations Unies aujourd'hui tel que présenté, c'est un système qui est gouverné par les USA, les États-Unis d'Amérique.
et donc avec leurs alliés européens. Et Guterres étant un Portugais, il ne fait que jouer le jeu. Donc ils veulent mettre la pression sur le Mali, justement, pour que le Mali puisse céder le pouvoir à un civil, pour qu'il puisse rapidement manipuler ce dernier et continuer par piller le pays comme il le faisait. Du coup, ils savent très bien que Assimi Goïta n'est pas dans cet élan. Assimi Goïta veut un développement endogène durable pour son pays. Et donc, il va falloir mettre la pression pour le dégager. Mais je suis sûr que les conditions ne permettent pas d'abord au Mali de se plier à ce dictat d'Antonio Guterres, qui n'est qu'un fonctionnaire. Faut pas l'oublier. Les Maliens ont eu à le rappeler à l'Assemblée générale de l'ONU. Antonio Guterres, pour vous, joue pour le cas occidental. On va revenir à lui, mais d'abord l'institution, l'ONU, Sogoyou Kegewe. Les Maliens qui ont des contentieux avec l'ONU, est-ce qu'ils ne risquent pas de ne pas prendre au sérieux cette injonction d'Antonio Guterres? Moi, je me pose d'abord des questions. Pourquoi c'est seulement sur les pays africains noirs que l'ONU exerce ses talents de méchants, de tortionnaires, d'assassins? C'est l'ONU, je parle de l'ONU. Hein. Pourquoi c'est seulement sur les pays noirs? Pourquoi l'ONU ne s'occupe pas des Rohingyas aux choses en Birmanie? Voilà. Pourquoi l'ONU ne s'occupe pas des Yéménites? Pourquoi l'ONU? Et pour Guterres, mais écoutez, si tu venais ici me parler d'un clochard, pour moi c'est plus important que de me parler de Guterres. Guterres, c'est qui? J'ai déjà posé cette question ici. Comment devient-on secrétaire général de l'ONU si on n'est pas pistonné par qui nous savons? Guterres ne sait même pas où est le Mali. Tout ce qu'il raconte assis dans son bureau à New York, c'est ce que la France, avec l'OTAN, lui dicte. Mais Guterres, vous vous rappelez l'histoire des 49 mercenaires ivoiriens? Guterres a dit, moi je ne les connais pas, c'est pas l'ONU. 2 jours après, il a reçu des pressions. Il dit non, c'est les gens de l'ONU et il se met à menacer le Mali. Pourquoi tout le monde menace le Mali? Pourquoi c'est le Mali que Guterres doit torturer pour se faire sentir chef des Nations Unies? Demander à organiser les élections, est-ce que c'est torturer? Mais est-ce que le Mali a besoin d'élections? Est-ce que c'est les élections qui posent des problèmes au Mali? Ils ont coupé la moitié, plus de la moitié nord du Mali, vaste du Mali, pour donner aux terroristes qu'ils ont eux-mêmes formés, armés, équipés, financés de la Libye. Guterres le sait, c'est l'ONU qui a donné son aval pour qu'on bombarde la Libye. C'est l'ONU qui, chaque année, avec ses puissances occidentales, désigne quel pays on doit rayer de la carte. On a rayé l'Irak, l'ONU. On a rayé la Libye, l'ONU. On a essayé de rayer la Syrie, l'ONU. On veut rayer la Centrafrique, l'ONU. On veut rayer le Mali, l'ONU. Mais pourquoi l'ONU ne donne pas des ultimatums au Soudan? Donc, ce Guterres étant un plaisantin de mauvais goût, je suis gêné de venir ici perdre des minutes pour parler de lui. Mais, je posais la question aussi par rapport à ce que j'ai appelé contentieux, parce que le Mali a saisi le Conseil de sécurité d'une plainte contre la France que le pays de Goïta soupçonnerait d'être en... Non, il ne soupçonne pas. Non, il a des faits. Il ne soupçonne pas. Ce n'est pas de simples soupçons. Pour de simples soupçons, on ne va pas déranger l'ONU. Maintenant, ce qui est grave pour Antonio Guterres, les Maliens dépose une plainte contre la France. Chez toi, tu ne dis rien. Et puis, il y a un aventurier, il semble que c'est l'ambassadeur de France à l'ONU, qui a le culot de parler encore du Mali et de parler des droits de l'homme. Vous avez pillé le Mali. Vous y avez violé toutes sortes de droits de l'homme. Le Mali fait confiance à l'ONU, va déposer plainte. Vous vous débinez. Et aux mêmes Nations Unies, vous venez parler de droits de l'homme, de violation de qui? Mais qu'est-ce qui se passe au Mali? Quand le Mali, l'armée malienne, fait des percées contre les terroristes, l'ONU, avec son bras armé sur place, la MINUSMA, cherche les violations des droits de l'homme. La MINUSMA, qui est censée instaurer la paix, est devenue l'agent d'enquête sur la violation des droits de l'homme au Mali. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Et l'ambassadeur de France a le culot, je dis bien le culot, de parler du Mali. Il ne devait même pas parler du Mali aux Nations Unies parce qu'il y a une plainte là-bas contre lui qu'il est en train de fuir
Et lui, il veut dire quoi maintenant? Il veut que l'ONU prenne des sanctions contre le Mali, alors que les plaintes du Mali sont à l'ONU et l'ONU n'est même pas capable d'en parler. Oui, justement, alors que cette plainte n'est pas examinée. D'ailleurs, pourquoi est-ce que l'ONU peut escalader cette demande du Mali et venir parler des élections ensuite? Oui, justement, la question est très bien posée. Je reviens un peu en arrière en disant que c'est quoi l'ONU? Je l'avais déjà défini, c'est un ensemble de pays. Or, quand on observe aujourd'hui, on voit que l'ONU est dominée par les Nations Unies, par les États-Unis d'Amérique. Et ça, il y a la Russie qui dénonce ça tout le temps. Donc, avec les Américains et les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens, ils se sont mis d'accord pour mettre la pression. Vous voyez, quand moi je parle souvent des États-Unis d'Amérique, je ne pense pas à un autre peuple. Je pense également aux Européens, puisqu'ils ont décimé le vrai peuple, qui est les Amérindiens, a été décimé par les Européens. Et c'est les Européens qui occupent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Donc c'est le même peuple qui veut dominer le monde. C'est ce même peuple qui a également décimé les aborigènes en Australie. Ne l'oublions pas. Et quand on parle des Nations Unies aujourd'hui, ils ne sont plus crédibles. Moi, je dis c'est une institution dont le temps est compté. Le temps de l'ONU est compté parce qu'avec la montée en puissance des BRICS, il y aura une organisation parallèle qui sera plus juste, plus équitable et qui pourra prendre la parole au nom des peuples. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas jouer à 2 poids, 2 mesures et prétendre au bien-être du peuple malien. Prenons le cas de la Mauritanie, avec ce qui se passe aujourd'hui. Que fait l'ONU justement pour mettre la pression sur le fils de Idriss Déby pour qu'il y ait une transition? Vous parlez du Tchad plutôt. Excusez-moi, je veux parler du Tchad. Je retourne plutôt également en RDC, où il y a des génocides pendant des années et des années avec des forces de l'ONU qui sont présentes là-bas, qui ne foutent rien du tout, qui ne font que piller les ressources du pays. Bon, comment est-ce qu'on peut donner de la crédibilité à une telle organisation, surtout quand on sait que les États africains, avec plus de 54 pays, n'ont pas un seul représentant qui a le droit de veto? Oui, mais est-ce que ce n'est pas excessif? Vos propos ne sont pas excessifs. Le simple fait de demander au Mali d'organiser des élections... Et le problème du Mali, je répète, ce n'est pas les élections. Tous les problèmes que le Mali connaît depuis plus de 10 ans, ce n'était pas les élections. C'est les terroristes. En fait, ce n'est pas des terroristes. C'est le Wagner version occidentale. Voilà. Est-ce que tu vois? Les soi-disant djihadistes, c'est les Wagner des Occidentaux, de la France. C'est-à-dire que les gens, les terroristes, les Wagner, les miliciens, tous les terroristes recrutés aux 4 coins du... Attends, tu n'es pas surpris qu'on parle de AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Est-ce que le Mali est un pays maghrébin? Non. AQMI cherche quoi là-bas? On parle d'État islamique qui a été créé en Irak. Il cherche quoi au Mali? C'est son territoire géographique. Personne ne pose cette question. Pourquoi? Parce que ceux qui les ont recrutés, amenés là-bas, qui les appellent terroristes, ils savent ce qu'ils veulent en faire. Maintenant, c'est eux qui sont venus prendre, tu sais, la moitié nord du Mali. La partie nord est la plus vaste. Hein. On a coupé ça pour leur donner. Et aujourd'hui, Guterres est ennuyé parce que les chances que leur cadeau aux Touaregs leur échappe augmentent parce que les Maliens font la guerre. Donc il faut arrêter Assimi Goïta, lui faire ces élections autour de Bamako pour après pouvoir dire « Ah non, d'ailleurs vous avez été élu ou bien l'homme qui a été élu l'a été par une minime portion du pays, donc on recommence. La guerre recommence, les terroristes recommencent. Et on les laisse, on dit le Mali. Hier le Mali, aujourd'hui on est au Burkina, on tombe sur le Togo, on tombe sur le Bénin, on tombe sur le Ghana, et puis les Africains ils sont assis en train de bêler comme des moutons, au lieu de s'entendre, de se lever comme un seul homme, pour dire à l'ONU que cette ségrégation nazie, qu'on en a assez. Les Noirs aussi ont droit à la vie. L'ONU soutient ceux qui soutiennent les nazis en Ukraine. On nous avait dit que les nazis, c'était le mal absolu. On nous a parlé des camps de concentration. J'en ai même visité. Mais aujourd'hui, c'est eux que l'Occident, que l'OTAN soutient en Ukraine. L'ONU les soutient en Ukraine. Oui, mais je voudrais ouvrir une parenthèse. Pourquoi nous, les Noirs, oui, on doit souffrir même quand on a fait
commis aucune faute. Expliquez-nous un peu, puisque vous avez été... vous avez fait carrière en Allemagne. Quand on parle de nazis, de qui parle-t-on? Les nazis, au départ, étaient issus d'un parti politique. Non, le Parti national-socialiste de Adolf Hitler, c'est lui qui a créé le nazisme. Et il est fondé sur quoi? Sur la supériorité des races. La race aryenne, qui est la race allemande, qui doit dominer le monde. Le fameux Lebensraum, c'est-à-dire que l'espace vital que Hitler cherchait à l'Est, pour lui, les populations slaves caucasiennes, c'est des Untermenschen, c'est-à-dire que des sous-hommes. Il faut les raser, les balayer, les tuer et permettre à la population aryenne d'occuper ces espaces immenses et riches. C'est le fondement du nazisme, c'est-à-dire que la supériorité ethnique, l'occupation et le mépris pour tous les autres qui ne sont pas allemands. Même quand tu es allemand, on détermine ton physique, les yeux bleus, les cheveux blonds, la taille athlétique. Et vous avez vu, quand les Ukrainiens ont commencé à arriver en France, tous les médias français passaient leur temps à dire « Ah, les Ukrainiens, ils sont comme nous, ils ont les yeux bleus et puis les cheveux blonds. » C'est ce que disaient les nazis. Mais aujourd'hui, quand c'est ces médias dominants qui le disent, mais ça passe tranquillement, il n'y a pas de problème. On dit, c'est comme si ici, si je viens, je fais ici le salut hitlérien, mais ça va soulever un tollé. Voilà. Mais en Ukraine, les nazis ne se cachent pas. Ils ont les insignes nazis, la croix gammée, les runes de toutes sortes. On fait le salut hitlérien, on défile avec chose, la croix gammée. Mais personne ne dit rien. Tu t'imagines un homme comme Bernard-Henri Lévy, un Français, qui est promoteur de guerre. Lui, son travail, c'est de promouvoir la guerre. Là où il y a la paix, il amène la guerre. Il y a des troubles, il gagne l'argent. Mais Henri Lévy, qui est juif, mais il va en Ukraine défiler, on le voit, avec les chefs des factions nazies. Alors, qui comprend ça? Qui peut nous expliquer ça? Donc, le nazisme, nous, on croyait qu'il est mort. Des millions d'Européens, des millions d'Américains et surtout des millions de Russes ont donné leur vie pour vaincre le nazisme. Et aujourd'hui, tout le monde se lève, on soutient le nazisme. Le nazisme, c'est la démocratie. Attends, on vous dit que l'Ukraine est un pays démocratique. Et on trouve que le Mali n'est pas démocratique. Si l'Ukraine est démocratique, le Mali n'est pas démocratique. Tout le monde parle du nazisme en Ukraine. Est-ce que ce n'est pas une portion congrue du mouvement politique? Non. Le nazisme existe et les Occidentaux ont fait sa promotion. Depuis 2014, avec la fameuse révolution du Maïdan, qui est un coup d'État permanent. En réalité, Zelensky est un putschiste. Parce qu'il est en train de récolter les fruits du coup d'État de 2014. Lui, on ne le voit pas. Il crée une guerre destinée à anéantir son peuple. Des milliers, des centaines d'Ukrainiens, soldats meurent par jour. Cela n'émeut personne à l'ONU, cela n'émeut personne à New York, à Washington, à Londres. Tout va très bien, les Ukrainiens, ils n'ont qu'à crever comme des chiens. Et parce que chacun fait son beurre, chacun veut gagner de l'argent et tout le monde gagne de l'argent. Donc le nazisme était là. Mais à partir de 2014, les Occidentaux, en tête, les Américains ont organisé un coup d'État pour dégager des régimes démocratiquement élus et placer des régimes à même de promouvoir le nazisme. Et aujourd'hui, le nazisme, il est partout. Tu as vu dans les caves de choses, Mariupol, Azovstal, mais les nazis étaient là-bas. Ils jouaient au grand héros, ils jouaient à Fort Alamo. Je ne sais pas si Fort Alamo, ça te rappelle quelque chose. Au Nouveau-Mexique, dans les guerres mexico-américaines, ils jouaient à Fort Alamo. Nous, on ne va jamais se rendre, nous, on va se battre. Et les médias pourris de l'Occident passaient de leur temps à leur jeter des fleurs, aux nazis. Tu t'imagines? Mais De Gaulle va se retourner dans sa tombe. Churchill va se retourner dans sa tombe. Eisenhower va se retourner dans sa tombe. Alors, on leur jette les fleurs jusqu'au jour où les Russes, qui sont plus coriaces que tout ce qu'on peut imaginer en matière de guerre, des gens sont allés à pied de Stalingrad jusqu'à Berlin. Vous croyez qu'ils ont changé?
Ceux qui ont fait cet exploit, c'est leurs enfants et petits-enfants qui sont là aujourd'hui. Et vous voulez les narguer? Oui, mais est-ce que Zelensky est un juif? Est-ce qu'un juif, Zelensky, peut faire la promotion des nazis en Ukraine? Mais c'est les nazis qui l'ont mis au pouvoir. Ils ne peuvent faire la promotion des nazis. C'est les nazis qui l'ont promu parce que, il n'est pas intelligent, c'était un comédien. Mais en tant que comédien, il n'a pas percé comme Louis de Funès, comme, comment tu l'appelles, l'homme qui a fait les Restos du Cœur. Comment il s'appelle déjà? Il n'a pas percé. Au fait, qu'est-ce qui fait la célébrité de Zelensky en tant que comédien, homme de spectacle? Mais c'est le seul qu'on a vu qui jouait au piano avec son zizi. Alors, c'est ça qui fait sa promotion. Donc, les Européens ont su que c'était un idiot utile. Bon, on va le mettre là-bas. Mais les nazis l'ont mis au pouvoir. Alors, quand tu joues au piano avec ton zizi, c'est que tu n'as rien dans le crâne. Absolument rien dans le crâne. Ça ne veut pas peut-être dire, le raccourci est peut-être trop rapide. Jouer au piano et avoir quelque chose dans le crâne. Déjà, jouer au piano, il faut être très intelligent pour le faire. Et le faire avec son zizi, il faut encore davantage de tact. Mais, alors, pour refermer la parenthèse ONU en relation avec ce conflit Ukraine-Russie, est-ce que c'est pas un des éléments pour dire que l'ONU justement a des problèmes? Si l'ONU jouait vraiment son rôle, est-ce que ce conflit aurait éclaté? Oui, effectivement que l'ONU a échoué lamentablement. Le doyen parlait tout à l'heure du nazi. Moi, je parle plutôt comme les Russes du néo-nazi. Parce qu'il y a une petite nuance entre le nazisme d'Hitler et le nazisme d'aujourd'hui. Le nazisme d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est les Européens en général qui se prennent pour la race supérieure et qui doivent dominer partout. Les Européens ou les Occidentaux? Les Occidentaux, les Européens et les Occidentaux. Je prends les Européens et j'ajoute les États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont eux qui ont peuplé c'est ça. les États-Unis, comme vous dites. Et comme je l'ai déjà dit, c'est dans cette même perspective qu'ils ont voulu diviser l'Afrique du Sud. Quand ils ont mis en place l'apartheid, c'était pourquoi? C'était pour ensuite décimer la population noire comme ils l'ont fait en Amérique. En mettant en place des pandémies ciblées. Et c'est justement ce qui se passait en Ukraine. Ils ont des laboratoires où ils préparaient des virus pour décimer des populations. C'est selon les gènes. Vous voyez? Donc, est-ce qu'on a apporté les preuves? Parce qu'Azovstal a été démonté, mais jusqu'à présent, les Russes n'ont pas présenté comment on va dire, le corps du délit. Ben, les laboratoires sont toujours là. C'est pas encore fini. C'est pas seulement Azovstal. Il y en a d'autres. Et les Russes en parlent tout le temps. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les Occidentaux, comme on les appelle souvent, veulent dominer à perpétuité. La question va même au-delà. Même quand on nous parle aujourd'hui de la surpopulation de l'Afrique. Mais beaucoup de nos présidents ou bien beaucoup de nos leaders emboîtent les pas et disent oui, vraiment, il faut réduire la population, il faut des campagnes de sensibilisation pour... Non, c'est pas vrai. Si on prend l'Afrique, qui fait plus de 4 fois la Chine, la population de toute l'Afrique ne fait même pas la population de la Chine. Comment on peut nous dire en Afrique qu'on est plus peuplé qu'on est trop peuplé? Quand on prend la population de l'Afrique, qui fait 4 fois l'Inde. En termes de superficie. En termes de superficie, on ne peut pas nous le dire. Donc, les Nations Unies aujourd'hui, comme ça a été créé juste après la guerre, c'est les gagnants de la guerre qui ont mis cette institution en place. Ils se sont distribués des cartes, ils se sont distribués des vétos pour pouvoir dominer le monde. Et on peut remercier Dieu aujourd'hui parce que la Russie fait partie de ceux qui ont ce droit de veto, ainsi que la Chine. Oui. Sinon... nous, par exemple, nous les pays africains, on serait déjà balayés de la surface. Oui, mais à propos, oui, justement. À propos de l'Afrique surpeuplée ou non, mais dans ce cas, moi, excusez-moi, je n'accuse pas les Blancs. Vous n'êtes pas surpeuplé, mais vous n'arrivez pas à vous nourrir. C'est à vous qu'on vient donner le maïs OGM et vous prenez. Vous avez les mers, 60% de terres arables non encore exploitées. Les Chinois, 1,5 milliard, ils cultivent le riz, ils en mangent, ils restent, ils viennent, ils vous en vendent. Les Japonais sur un territoire montagneux avec à peine des couloirs de plaine, ils font le riz, ils mangent, ils viennent vous en donner. Si les Africains peuvent... Les Taïwanais, les Vietnamiens. Si les Africains veulent être libres de se multiplier comme ils veulent, qu'ils soient capables de se nourrir. Oui, il faut mettre nos agriculteurs en avant.
Hein? Il faut que nos agriculteurs, d'ailleurs nous sommes tous des agriculteurs, tout le monde doit être agriculteur, il faut qu'on produise assez pour se nourrir. Si tu as à manger et tu as 15 enfants, il n'y a pas de problème. Oui, mais si tu as 10 enfants et chaque matin tu dois faire la manche avec tes voisins pour les nourrir, il y a un problème. Oui, justement, le problème a été créé par les Nations Unies encore. Je remonte dans les années 60, moi j'étais pas né, mais l'histoire que j'ai lue m'a démontré à suffisance que tout a été fait à dessein. Vous imaginez un peuple qui produit ce que ce peuple mange. Un jour, vous débarquez avec des semoules, avec des céréales à bas coût. Les soja aujourd'hui. Oui, vous leur donnez et vous leur dites, oui, prenez ceci parce que c'est plus ceci, mangez, on peut vous donner et ainsi de suite. Vous habituez cette population à prendre quelque chose qui est moins cher. Pendant ce temps, ce qui est produit sur place, dont le coût de production revient beaucoup plus cher. Les populations, bien les producteurs n'arrivent plus à le commercialiser sur le marché national, ni pour parler de marché international. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Les gens vont délaisser la production parce que c'est beaucoup moins cher d'aller l'acheter dans le marché que de le produire. Cela se passe même jusqu'à aujourd'hui. Les gens importent, par exemple, de la viande de volaille que nous produisons ici à coût très élevé, dont le kilo doit tourner autour de 2500, on l'importe et on le vend à moins de 1000 francs le kilo. Vous pouvez imaginer, malgré les droits de douane, malgré le transport, tout ça là a été fait, ou bien est fait à dessein pour décourager la production africaine et ainsi encourager notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Maintenant, le problème même se trouve au niveau de nos dirigeants qui, après les indépendances, n'ont pas su prendre les taureaux par les cornes. Moi, je le dis toujours, ils n'ont pas mis les grandes bases du développement. Ça n'a pas encore été fait et on doit le faire à un moment donné. On doit mettre les bases pour le développement. Sans quoi, on ne peut pas s'en sortir. Les populations produisent, ils n'arrivent pas à vendre. Aujourd'hui, les gens ont encore du maïs qu'ils n'arrivent pas à vendre. Je vous le dis, les gens produisent des poulets pour les vendre. Moi, je suis le président du syndicat national des producteurs de volailles. Vous voyez, les gens produisent des œufs, ils n'arrivent pas à vendre. Justement parce qu'il y a des choses qui sont importées, qui sont beaucoup trop moins chères parce que subventionnées ailleurs. Et d'origine douteuse parfois. Nos dirigeants ont le devoir de mettre en place le développement qu'il faut. Et ce développement doit être endogène. Tant que ce travail n'est pas fait, on ne peut pas accuser les Africains. Moi, mon grand-père qui est au village, il a plus de 20 enfants. Mais il ne s'est jamais plaint de faim. Hein. Voilà. Il a de la nourriture en suffisance. C'est aujourd'hui les intellectuels, moi je le dis toujours, qui sont le boulet que les agriculteurs traînent. Allez voir à Bassar combien de buts les gens ont déjà fait. Ils attendent juste que les pluies tombent pour avoir les récoltes. Les gens travaillent, la population à la base travaille. Mais les dirigeants, ils sont dans une autre nébuleuse où ils... Regardez, je continue. On nous fait la promotion du café cacao, du coton, pendant que nous avons fait. Parce que c'est des produits à exporter. Pourquoi on ne fait pas la promotion? Exporter, manufacturer et revendu plus cher. Et aujourd'hui, le soja a été de prendre le pas également sur le maïs. Les produits de rente qui déstructurent l'économie. Ces produits à exporter, au fait, on ne les exporte pas, on les donne cadeau. Parce que vous les exportez, on vous paye en dollars, la Banque de France saisit vos dollars. Vous avez exporté quoi? Vous exportez café, cacao, coton en dollars, la Banque de France saisit vos dollars et vous envoie des feuilles de manioc, des feuilles de manguier, des feuilles de cacao qu'on appelle CFA. Mais comment vous voulez vous enrichir? Ça, c'est vrai aussi. Mais il faut plutôt que nous aidions les dirigeants. Ça ne sert à rien de les vilipender. Vous savez vous-même que ils sont esclaves de cette situation. Si. Quand quelqu'un dit un mot, on le débarque. On a débarqué Lumumba. On a débarqué Sankara. On a débarqué Nkrumah. On a débarqué Sylvanus Olympio. Quiconque dit un mot contre ce système d'exploitation éternelle, on le débarque. Mais ces pays qui pratiquent cette politique sont connus pour être les pays des droits de l'homme, de la démocratie et de machin. Comment les Africains peuvent être aussi naïfs pour accepter que les pays qui les torturent, les exploitent depuis le 400 siècles se passent passer pour des pays des droits de l'homme? Comment on a pu avaler ces couleuvres, ces anacondas? On va refaire une petite parenthèse. Cette émission va revenir sous un autre thème. Mais je voudrais, Sogoyou Kegewe, revenir avec vous et finir avec l'ONU pour voir si cette organisation, cette institution n'a pas beaucoup de problèmes, au point de ne pas pouvoir prévenir le conflit Russie-Ukraine
Et même, on est en train de voir un autre conflit éclater sous ses yeux, notamment entre la Chine et comment on l'appelle-t-on, Taïwan. Avant que les Américains ne se lancent dans leur provocation, l'OTAN et ses Américains ne se lancent, ils s'assurent du soutien de l'ONU. C'est pourquoi, à chaque fois, on met une petite marionnette du genre Guterres qui enregistre et proclame ce que ces gens-là veulent. La guerre a lieu en Ukraine, justement. Est-ce que tu as jamais... Moi, j'aurais préféré que l'ONU, Guterres, appelle à la paix en Ukraine. Il ne le fait pas. Parce que... Il a plusieurs fois appelé la Russie. Non, mais pourquoi c'est la Russie qu'il faut appeler? Qui aurait violé la souveraineté de l'Ukraine. Attends, c'est comme l'autre qui, la dernière fois, dans sa fameuse balade des Dalton à Pékin, demande à Xi Jinping d'appeler Poutine à la raison. Mais de Poutine qui a perdu la raison. C'est eux qui ont perdu la raison. C'est eux qu'on doit appeler à la raison. Poutine n'a pas perdu la raison. Depuis 2014, ils sont en train d'agresser Poutine dans le Donbass. Et c'est lui qu'il faut appeler à la raison. Ou bien c'est eux les agresseurs qu'il faut appeler à la raison. On ment. Les médias sont là pour nous faire croire que la guerre en Ukraine a commencé le 24 février 2022. C'est le contraire. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est le contraire. Mais personne n'en parle. On veut traiter la Russie comme on traite des pays comme le Centrafrique, comme la Gambie, comme machin. Ça ne peut pas marcher. Donc l'ONU ne sert qu'à avaliser ce que tous les criminels du monde font. Hier, j'ai écouté quelqu'un, un Français, et il dit non, qu'un député a dit non, on ne doit pas occuper le Mali, on ne doit pas... Il dit non, tout ce qu'on a fait au Mali, c'est avec l'aval de la communauté internationale, l'ONU a fait ci, l'ONU a fait ça. Mais c'est l'ONU aussi qui a demandé qu'on rase le Mali, la Libye. La Libye, elle a demandé on a rasé l'Ukraine. On a rasé l'Irak. Donc il faut arrêter ces histoires-là. Nous, en tant qu'Africains, chacun doit se demander qu'est-ce qui est bon pour mon pays, qu'est-ce qui est bon pour ma population. New York est loin de nous. Mais là, je voudrais qu'on aborde la situation sécuritaire et des droits de l'homme analysée dans le rapport de Guterres. Selon le secrétaire général des Nations Unies, l'insécurité s'est généralisée au Mali, la violation des droits de l'homme presque systématique. C'est ce qui, selon lui, fonde son jugement pour pouvoir demander l'organisation rapide des élections. Alors, sous Goïta, est-ce que les choses se sont empirées? Attends. Et ça, je vous dis que ce Guterres, je crois qu'il a pété des câbles. Comment, dans un pays, toi-même, tu dis que l'insécurité a augmenté, tu veux qu'on organise les élections? Que quelqu'un me réponde à cette question. Aujourd'hui, il pleut des bombes, des choses en Ukraine. Tu peux demander aux Ukrainiens d'organiser les élections. Quelle élection? Chacun veut d'abord défendre sa vie, et être vivant. Donc, vous savez, laissez Guterres. Il est un des éléments aggravants des problèmes africains. C'est l'élément aggravant. Moi, je ne sais pas s'il y a au Mali un seul Malien, le dernier des Maliens, qui peut encore écouter Guterres. Parce qu'on sait que Guterres ne veut que tuer le Mali. Mais tu sais, ce n'est même pas Guterres. Il y a quelqu'un qui, en France, malgré ses propres problèmes, il ne peut pas passer une nuit sans penser au Mali. Parce qu'il y avait tellement de richesses gratuites à ramasser. On ramassait tellement d'or, tellement de pierres précieuses, qu'à chaque fois, il évalue ce que son pays, ou plutôt, ce n'est même pas le pays, ses acolytes de la haute finance sont en train de perdre, et ça le met en boule, et il fait pression sur Guterres, qui doit faire pression sur Assimi Goïta. Assimi Goïta doit s'en tenir à ce que veut son peuple, c'est tout. Ce que veulent les Maliens, c'est ça que Assimi Goïta doit faire. Il y a des opposants à Assimi Goïta. C'est normal. Assimi Goïta ne s'est pas proclamé dictateur comme un empereur romain. Il est arrivé au pouvoir dans des circonstances que nous tous nous savons. Il veut faire le mieux qu'il peut pour redresser, pour remettre les choses en place. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce que eux, ils rêvent que d'une chose, de se faire saluer sur le perron de l'Élysée, d'être invité au 14 juillet, petit fourré champagne. Bon. Pour eux, c'est ça qui est important. Le peuple malien, ils s'en foutent. C'est eux d'ailleurs qui poussent quelque part la France, qui poussent l'ONU, qui poussent Guterres, qui a torturé Assimi Goïta. Ça ne peut pas aller comme ça. Ouais, je voudrais avoir même l'avis des Maliens qui sont nombreux à nous suivre. Dites-nous ce que vous pensez de l'état sécuritaire et de respect des droits de l'homme dans votre pays. Plus 228 96 46 10 31. Notez bien le contact. Vous pouvez nous écrire via WhatsApp et nous ferons le plaisir d'alimenter le débat dans la seconde partie avec vos
vos suggestions, vos questions. Plus 228 96 46 10 31. Le numéro défilera à l'écran. Dites-nous, la situation sécuritaire et des droits de l'homme s'est-elle aggravée sous la transition ou plutôt le contraire? Nous attendons vos réactions. Tchamsi, que pensez-vous donc de la situation du Mali? Bon, moi, les propos de Antonio Guterres me font rire. C'est un peu ridicule. C'est irresponsable. Et puis, je me demande d'abord, qu'est-ce qui pousse nos amis à agir ainsi? Vous savez, par le passé, ils ont pris l'habitude d'utiliser un certain nombre de systèmes pour aboutir à des résultats. Mais ils se sont rendus compte que depuis un moment, tout ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, ça ne passe pas avec le Mali. Vous voyez? Du coup, ils ont tendance à surenchérir, quitte même eux-mêmes à se ridiculiser. Parce que vous demandez à un pays où vous-même vous trouvez que l'insécurité a augmenté, vous demandez à ce pays d'aller aux élections. Que voulez-vous réellement? Qui ira voter quand? Et si le jour de l'élection on a pété tous les bureaux de vote et puis il y a eu des centaines, des milliers de morts? Ils vont s'en prendre à qui? Est-ce que l'ONU n'est pas comptable aussi de cette insécurité, entre guillemets, puisque elle a sur place près de 14 000 armes qui constituent la MINUSMA? Voilà, c'est à ça j'allais en venir. En fait, nous allons reposer même la question des Nations Unies ou bien de l'ONU sur une autre façon, une autre forme. Qui finance l'ONU? Quand on trouvera la réponse, on saura ce qui se passe réellement dans cette institution. Mais l'ONU vit des contributions des États membres. Pas seulement. Il y a ce qu'on appelle les fonds fiduciaires, par exemple. C'est les multinationales, en grande partie, qui financent l'ONU, qui financent les programmes de développement de l'ONU. Contre quoi? C'est la grande question qu'on se pose. Aujourd'hui, on se lamente, on dit par exemple en RDC, ça ne va pas, malgré tout ce qu'on fait, on met en place, ça ne va toujours pas. Mais pourquoi ça ne va pas? Parce que les multinationales qui profitent de cette crise-là financent l'ONU et font en sorte que l'ONU fasse de la même manière pour que le conflit puisse perdurer, pour qu'eux puissent s'en mettre plein la poche. C'est simple comme bonjour. Si l'ONU veut vraiment la paix, la démocratie, les droits de l'homme, c'est leur chanson, hein, c'est la rengaine avec laquelle ils nous ont saoulés. Et malheureusement, nous sommes laissés avoir. Mais Haïti est sous leur nez là-bas. Haïti. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Haïti est sous leur... Haïti, mais c'est la pauvreté de la pauvreté, c'est la misère des misères, c'est la violence des violences, c'est la mafia, tout ce que tu veux, sous le nez des Américains. Et de Guterres assis, même de son siège, du dernier étage de son siège, il peut regarder Port-au-Prince. Ils ont fait quoi là-bas? Mais parce qu'il n'y a plus pratiquement rien à voler à Haïti. Par contre, au Mali, il y en a beaucoup. Et tu parles de la MINUSMA, combien? 14 000? Non, les soldats de la MINUSMA sont devenus des employés de Human Rights Watch et de Amnesty International. Ils sont là pour détecter les violations des droits de l'homme par l'armée malienne. Si c'est les autres qui les violent, allez, bienvenue. Personne ne parle des 19 civils bombardés, cramés par l'armée française dans un mariage. Personne n'en parle. Mais chaque matin... C'est l'ONU qui a sorti un rapport. Et il a fait quoi? Mais la dernière fois, la France a... Tant que l'ONU ne règle pas la plainte du Mali, là-bas, chez elle là-bas, contre la France, elle n'a pas le droit de parler du Mali. C'est tout. J'ai une plainte chez toi contre quelqu'un, tu refuses d'étudier la plainte, mais tu continues de supporter sur quelqu'un. C'est où le bon sens? Si ce n'est pas nous les Noirs, contre quel peuple on peut faire ça? Tu ne peux pas faire ça contre un Chinois, un Arabe, un Japonais, c'est pas possible. C'est les Noirs qui subissent tout cela. Et on est faible parce qu'on n'a pas l'esprit patriotique. On n'aime pas nos pays. Oui, je vais continuer simplement en disant que au Mali, il fut un moment où les attentats, on en comptait des dizaines même par jour, par semaine et autres. Mais aujourd'hui, ça a diminué. Ça a diminué considérablement. Et il me semble que l'État a récupéré quand même une bonne partie du territoire. Oui, l'État a récupéré une bonne partie. Jusqu'à survoler la dernière fois Kidal, ce qui n'a pas beaucoup plu aux anciens djihadistes.
Voilà, ça Non, c'est pas les djihadistes. même à l'ONU, parce qu'ils ont peur. Les propriétaires des djihadistes. Ils ont peur que l'ONU, que le Mali récupère tout ce territoire et que le Mali devienne un État réellement souverain. Donc, la peur a changé de camp en fait. Et c'est ça qui fait gesticuler notre ami Guterres. Jusqu'à ce que les médias français ouvrent leurs antennes aux chefs djihadistes. Ouais. Mais on devait hurler au scandale, mais apparemment, ça n'a rien dit à personne. Est-ce que ces médias peuvent ouvrir leur antenne à Assimi Goïta? Mais ils préféreraient mourir. Mais les chefs djihadistes sont les bienvenus. Mais écoutez, qu'est-ce que nous voulons? Je dis ceci. Chaque dirigeant doit s'occuper des problèmes de ses populations. C'est tout. C'est qu'en dehors de ça, là, on n'a pas d'autre voie de salut. Les Occidentaux ont fait ce qu'ils ont fait depuis des siècles. Bon, aujourd'hui, peut-être ils se disent, les Africains, on aurait dû les raser comme les Amérindiens. Et aujourd'hui, tous ces mines-là seraient à nous. On ne sait même pas pourquoi on les a laissés. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ils viennent nous rappeler nos crimes. Donc, si quelqu'un attend que les Occidentaux fassent quelque chose pour son bien-être dans le continent noir, c'est qu'il est naïf à mort. Ils ne feront rien. Plus nous sommes pauvres, mieux ils se portent. Je vous dis de toujours regarder Haïti. Effectivement, le moment est venu en fait pour l'Afrique de briller. Et moi, je vois tout ça là, je me dis, ce sont les douleurs de l'accouchement. L'Afrique est en train de renaître. Mine de rien, les consciences ont évolué. Vous écoutez aujourd'hui la jeunesse parler, vous sentez que les gens ne sont plus naïfs comme avant. Les gens comprennent maintenant les enjeux. Avec des débats, des émissions comme ce que nous sommes en train d'animer, vous allez voir que les esprits s'ouvrent. Les gens comprennent mieux les enjeux et les gens prennent des décisions. Aujourd'hui, on parle du Mali comme si de rien. Mais ils oublient que c'est dans ces conditions-là que le Burkina a emboîté le pas du Mali. Oui, mais certaines voix disent que vous êtes plutôt manipulés par d'autres puissances, comme les Russes. Non, excusez-moi. Ceux qui disent ça ont raison. Ils ont raison. Parce qu'ils nous ont maltraités, on n'a rien dit. Si brusquement on dit quelque chose, c'est que quelqu'un nous a soufflé de dire ça. Ils ont raison. Mais ils sont bêtes. Ils auraient pour eux, et ils nous tuent, on ne sent même pas la douleur. C'est les Russes qui nous disent que quand on égorge 50 gendarmes, ça fait mal. Nous-mêmes, on ne sait pas. On est anesthésiés. Ils ont anesthésié nos consciences avec, excusez-moi, quand je parle, les gens disent que j'ai fait de la fête, avec des religions bizarres. Même l'éducation scolaire. Mais attends, mais l'éducation scolaire seule n'aurait pas abouti aux catastrophes qui sont les nôtres aujourd'hui si on n'avait pas ajouté les religions bizarres. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu comprends? Donc, ils nous ont tellement... Ils s'étonnent que brusquement les Africains disent que vous nous exploitez, c'est mauvais, que vous nous tuez, c'est mauvais, que vous nous avez vendu, c'est mauvais. Ils se disent, mais au fait, si ce n'est pas les Russes, qui leur a dit ça? Ils sont tellement bêtes, ils dorment même quand tu es en train de l'égorger, ils dorment, ils se trahissent entre eux pour un peu d'argent, un petit compte en France, il est prêt à vendre son pays. Mais comment brusquement ces gens-là, ces animaux-là, disent que nous on les exploite? C'est sûr que c'est les Russes qui leur ont soufflé ça. Les Russes, les Russes n'ont rien fait. Les Russes n'ont, c'est bizarre, hein? Les Russes n'ont pas RFI, n'ont pas France 24, ils n'ont pas LCI pour arroser nos pays. Non. Moi, ici, je n'ai jamais capté une chaîne russe, mais c'est les Occidentaux qui nous aident à faire la publicité de la Russie. Et il y a longtemps, la dernière fois même dans les manifestations à Paris, les gens ont appelé Poutine au secours. Ouais, bien sûr. On ne le dit pas. À Paris, je dis bien à Paris, les gens ont appelé Poutine au secours et je ne serais pas surpris dans ce cas que Poutine leur envoie un détachement de Wagner. Alors, donc, qu'on nous laisse tranquille. Il y a même un candidat républicain aux États-Unis qui s'amuse à dire que si Poutine se présentait contre Biden ou bien même contre Trump, qu'il va remporter à 98% la sélection. Voilà. Pour terminer cette première partie, en attendant les contributions des téléspectateurs pour alimenter ce forum, je vous rappelle, si c'est utile encore, le contact pour nous écrire via WhatsApp, plus 228 87 46 10 31. Mais Chamsi Muntu, la transition malienne, est-ce qu'elle est tenu de respecter les délais de 24 mois négociés avec la CEDEAO? Moi, je dis non. J'étais de ceux qui ont... Mais dire non, c'est ne pas respecter sa parole. Oui, je sais. J'étais de ceux qui ont demandé à ce que le Mali négocie ce délai-là et qu'après, qu'on renégocie encore. Parce qu'il y avait trop de pression à un moment donné sur ce petit État
qu'il fallait quand même souffler un peu. Moi, j'ai suggéré qu'on négocie le délai de 24 mois qu'on signe. Mais on n'est pas tenu de respecter ce délai si les conditions ne sont pas vraiment remplies. Vous voyez? Et aujourd'hui, les conditions ne sont pas remplies. Et on ne peut pas accuser Assimi Goïta de ne pas faire l'effort pour atteindre les objectifs. Il a fait tout son possible. Du coup, ce n'est pas la faute à son gouvernement, non, mais c'est la faute aux conditions réelles. Donc, on lui laisse le temps pour qu'il se prépare et pour qu'il puisse faire renaître ce pays-là qui va faire la fierté de tout un continent. Moi, je suis sûr que d'ici peu, beaucoup de pays vont emboîter le pas du Mali. Assimi Goïta n'est pas tenu de respecter. Parce qu'en droit, je ne suis pas juriste, mais il semble, vous me démentirez si on obtient des aveux sous la pression et la torture, le jour du procès, ces aveux, ils sont inutiles. C'est inutile. Assimi Goïta a négocié le couteau sur la gorge. Le couteau, c'est les sanctions de la CEDEAO. Mais il n'a absolument... S'il a fini son travail de pacification, il doit organiser des élections. Mais il ne peut pas organiser... D'abord, qui va faire campagne? Mais que Goïta vienne faire campagne à Kidal. Donc, si le travail de pacification... Mais il faut pacifier le pays. Si ça prend 1000 ans, ils doivent pacifier le Mali. Parce que les Maliens défendent leur pays. Qu'on ne dise pas l'insécurité a augmenté, machin. D'accord, ils défendent leur pays. Ils meurent pour leur pays. C'est mieux que d'envoyer des mercenaires qui vont venir faire leur paillage dans les sables du Mali. Ils défendent leur pays. Que fera l'ONU en cas de non-respect des délais négociés pour la transition au Mali? C'est une question qui reste à aborder dans la seconde partie, de même que vos contributions que nous allons recevoir tout de suite, juste après cette nouvelle édition du journal, sur votre chaîne préférée New World Info. À tout de suite.